Le soleil se lève sur un doux matin de juin 1279 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, on couronne un jeune et dynamique prince de 25 ans, le pharaon Ramsès II. Cette journée de cérémonie marque le début d'une épopée extraordinaire dans l'histoire de l'Égypte antique. Tout ce que Ramsès II accomplira au cours de son règne de 60 et quelques années se fera à grande échelle. Aucun autre pharaon n'engendrera autant d'enfants, ni ne construira autant de temples et de monuments. Son règne est si édifiant que ses descendants souverains le surnomment le grand ancêtre. L'histoire elle-même s'en souvient comme de l'éminent pharaon. Lorsque Ramsès II monte sur le trône, il est prêt à assumer ses fonctions comme aucun autre prince ne l'a été avant lui. Son père, Séti Ier, s'est illustré par ses exploits militaires et par une ouverture sans précédent de son pays aux arts et à l'architecture. Séti Ier est bien décidé à ce que son fils, une fois pharaon, perpétue cet élan. Il décide donc pour lui d'une éducation et d'une instruction militaire des plus solides. Tout jeune, le prince Ramsès suit déjà son père dans ses campagnes militaires en Libye et en Syrie. Et puisque la dynastie repose dorénavant sur ses épaules, on lui inculque en même temps le devoir d'engendrer une descendance consistante. Ramsès, qui se passionne pour le métier de roi, semble avoir parfaitement compris la leçon. Ainsi, avant même qu'il soit couronné pharaon, ses deux femmes principales au harem royal lui auraient déjà donné plus de 20 enfants. Les Égyptiens se mariaient jeunes. Il est même probable qu'on mariait les jeunes princes dès que possible, de sorte qu'ils commencent à procréer sans perdre de temps. Le principe étant de s'assurer un maximum de légataires masculins pour le cas où le premier d'entre eux viendrait à mourir avant la succession. La deuxième raison de cette précocité était que la maison royale se devait de véhiculer auprès du peuple égyptien une image forte de fécondité. Ramsès nous relate lui-même sa jeunesse sur des inscriptions murales au temple de son père à Abydos. Séti Tout-Puissant m'a couronné de ses mains alors que j'étais enfant. Il m'a doté de femmes, d'un harem tout entier et a placé sous mon joug les peuples du Nord et du Sud. Fort de son expérience sur les grands chantiers de son père dans l'encadrement des tailleurs de pierre à la carrière d'Assouan, Ramsès, une fois devenu pharaon, s'empresse de faire élever ses propres monuments. Ramsès II est probablement le premier grand entrepreneur en bâtiment du monde. C'est certainement le monarque qui a le plus construit dans l'histoire antique. Il est le principal responsable de l'extension du temple du dieu Amon à Luxor, au sud du pays. 2 mois après son couronnement, on y organise une fête en son honneur. Pour marquer en retour sa gratitude, Ramsès commandite à Luxor une nouvelle entrée ainsi que 2 obélisques, dont celui de la place de la Concorde à Paris et la première d'une série de statues colossales à son effigie. Voici la partie supérieure d'une énorme statue à son image provenant d'un temple qu'il a fait bâtir à Abydos. Elle est une représentation typique des pharaons sous l'ancienne Égypte, c'est-à-dire d'un adulte viril puissant. Cette statue est restée longtemps ensevelie sous les sables, ce qui lui a permis de bien se conserver.
Voyez avec quelle vivacité on les peignait à l'époque. Il s'agissait avant tout de les faire apparaître comme des entités vivantes. Ramsès II fait étendre et embellir la fameuse salle hypostyle du temple de Karnak, débutée sous Aménophis III. Avec ses 134 colonnes culminant autrefois à 23 mètres, cette merveille de l'architecture ancienne forme une véritable forêt de pierre. Mais ces grands projets de construction ne s'en tiennent pas à Karnak et à Luxor, construites toutes deux sur les ruines de Thèbes, sur la rive est du Nil. Conformément aux préceptes religieux égyptiens, Ramsès fait bâtir son propre temple funéraire sur la rive ouest du côté où le soleil se couche. L'édification de cette gigantesque nécropole, du nom de Ramesseum, requiert alors l'intervention de 3000 tailleurs de pierre. Bien qu'elle soit aujourd'hui pratiquement en ruine, l'historien grec Diodore de Sicile la décrit à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ comme surpassant de loin toutes les autres réalisations de l'époque. 2 statues de granit de 18 mètres de haut se dressaient autrefois ici en protectrices des lieux. Il ne subsiste aujourd'hui que le buste de l'une d'entre elles. Il faut cependant descendre plus au sud, à la frontière actuelle avec le Soudan, pour trouver le plus magistral de ces monuments, le temple d'Abou Simbel. Creusé à même une falaise de grès rose, il domine la vallée. Sa grandeur semble vouloir rappeler à quiconque navigue là sur les eaux du Nil qu'il entre dans le pays des dieux. On estime que la construction d'Abou Simbel débute dans la 10e année du règne de Ramsès II, en 1269 avant Jésus-Christ, et qu'elle dure 13 ans. Bien qu'il soit dédié au dieu Amon-Ré et Ptah, ce gigantesque monument divinise avant tout le dieu et roi Ramsès en personne. D'une façade qu'on dirait presque surgie de terre, 4 portraits colossaux du pharaon dominent la vallée de leur toute-puissance. Si ces géants de 20 mètres pouvaient se lever, ils en attendraient pratiquement 30. Les représentations de l'entourage de Ramsès II, ses divinités, femmes, enfants et amis, restent en comparaison minuscules. Le temple d'Abou Simbel est en soi un modèle de technique architecturale. Son orientation a été calculée de telle sorte que 2 jours par an seulement, aux équinoxes de printemps et d'automne, les rayons du soleil levant traversent l'entrée et inondent de lumière les statues du roi représentées sous les traits du dieu Osiris. Ils poursuivent ensuite le long d'un corridor de 65 mètres pour pénétrer la partie la plus secrète du sanctuaire et illuminer les statues de 3 dieux, parmi lesquels Ramsès. Un 4e dieu, Ptah, n'apparaît que partiellement à la lumière du jour. Ptah est en effet la divinité des ombres. Plus petit, le second temple d'Abou Simbel est dédié à la reine Néfertari, épouse favorite de Ramsès II. La simple présence des 6 statues du couple sur sa façade révèle tout l'amour que le roi éprouve pour elle. Être associé à ce point au pharaon lui-même est en effet un immense privilège. Il est d'ailleurs probable que la reine Néfertari ait assisté à l'inauguration de son temple. Lorsque Néfertari meurt en 1254 avant Jésus-Christ, Ramsès II a déjà fait bâtir à son attention une tombe dans la vallée des Reines, sur la rive ouest du Nil, près de Thèbes.
S'enfonçant à près de 8 mètres sous terre, cette sépulture récemment restaurée et ouverte au public reste à ce jour l'un des plus beaux exemples de tombes royales sous l'ancienne Égypte. Les fresques du caveau montrent Néfertari dans des poses symboliques en compagnie des dieux. À peu près à la même époque que l'édification d'Abou Simbel, Ramsès II entreprend au nord-est du delta du Nil la construction de son Père Ramessou, ou domaine de Ramsès. Celui-ci jouera bientôt dans l'histoire de l'humanité un rôle très important. Depuis 400 ans, en effet, le peuple hébreu vit paisiblement dans le delta du Nil. On pense que Ramsès II, préoccupé comme son père avant lui par leur grand nombre, aurait choisi de les forcer aux travaux éreintants pour la construction de sa ville. On pense que c'est ici qu'a débuté, vers 1263 avant Jésus-Christ, l'Exode tel que la Bible nous la relate. Quand on parle de Ramsès II, on pense souvent à la période de l'Exode. Les détails sur l'Égypte figurant au livre de l'Exode dans la Bible concordent avec ceux qui illustrent le règne de Ramsès II et son royaume de Ramessou. Je dirais que cet épisode a vraiment eu lieu. Et si seule la Bible en témoigne, c'est parce que l'événement, tout relatif qu'il était pour les Égyptiens de l'époque, allait demeurer comme capital dans l'histoire des Juifs. Qu'il ait été ou non le grand pharaon mentionné par la Bible, il est clair que Ramsès II est alors déterminé à laisser aux quatre coins de l'Empire son empreinte toute puissante. En faisant élever autant de monuments à sa gloire, il se hisse à l'image d'un dieu. Sa gloire, cependant, ne s'appuie pas uniquement sur ses réalisations architecturales, mais aussi sur sa capacité à écraser l'ennemi. Si un seul pharaon devait subsister parmi ceux ayant marqué la longue civilisation de l'ancienne Égypte, c'est bien lui. Ramsès II est le plus prolifique à tout point de vue, y compris sur les champs de bataille. Au cours de ses 67 années de règne, ses conquêtes à l'étranger inondent l'Égypte de richesses, en même temps qu'elles encouragent une véritable explosion culturelle. Les impôts qu'il lève ainsi que ses butins de guerre lui permettent de financer l'embellissement des temples et la construction de nouveaux monuments. Ses esclaves faits prisonniers au cours des nombreuses batailles lui garantissent la main-d'œuvre nécessaire. Au nord-est de l'ancienne Égypte s'étend un vaste désert marqué aujourd'hui par la Syrie. Si Séti Ier a gardé le contrôle des régions côtières sud, le peuple des Hittites tient encore sous sa domination la ville stratégique de Kadesh, dans une région que Ramsès II reste déterminé à reprendre un jour ou l'autre. Dans la 4e année de son règne, profitant d'une révolte dans les territoires occupés, il décide de sceller à jamais l'œuvre expansionniste de son père en chassant une bonne fois pour toutes l'ennemi hittite de ses bastions. Pour y parvenir, il lui faudra affronter sa plus dure épreuve, la bataille de Kadesh. Des inscriptions nous racontent ainsi qu'en 1275 avant Jésus-Christ, il rassemble l'une des plus vastes armées que l'Égypte ait alors connue. 20 000 hommes traversent la bande de Gaza et font route vers Kadesh. Alors qu'ils parviennent presque à destination, la capture et l'interrogatoire de 2 espions hittites leur fait croire à tort que l'ennemi terrorisé s'est déplacé à 160 km au nord.
Confiant, Ramsès poursuit le chemin avec seulement un quart de ses troupes et établit son campement sans savoir qu'une formidable embuscade les attend. Lorsqu'il réalise le traquenard, il est déjà trop tard. Miraculeusement, il parvient avec ses hommes à tenir en haleine l'ennemi hittite jusqu'à l'arrivée des renforts égyptiens. S'il évite de justesse la débâcle, de nombreux égyptologues estiment que la bataille de Kadesh finira en impasse. Un avis que le pharaon à l'époque semble loin de partager. Les murs des temples de Karnak, de Luxor, d'Abydos, d'Abou Simbel et du Ramesséum décrivent au contraire les triomphes de Ramsès à Kadesh. Ces fameuses victoires militaires que l'on célèbre ici comme les plus grandioses de l'ancienne Égypte ont-elles donc réellement eu lieu ? La représentation et la description de la bataille de Kadesh figurent parmi les documents historiques les plus intéressants dont nous disposons sur le règne de Ramsès II. On y dépeint le pharaon comme le vainqueur magistral des Hittites. Alors qu'en réalité, même s'il n'a pas été contraint de battre en retraite, Ramsès s'est retrouvé dans l'impasse, sans aucun espoir immédiat de reconquérir la Syrie. D'autres échecs militaires suivront avant que Ramsès ne réalise qu'il vaut mieux tirer un trait sur la Syrie. Là où certains voient le premier traité de paix de l'histoire, les deux pays signent en 1259 avant Jésus-Christ un pacte mutuel de non-agression. Gravés dans des plaques de pierre et d'argile, les deux versions du document hittite et égyptien ont survécu jusqu'à nous. Une fois la paix ramenée, Ramsès II aurait épousé une princesse hittite afin de sceller davantage le traité. Son harem se serait même agrémenté de femmes syriennes et babyloniennes. Ramsès II meurt en 1212 avant Jésus-Christ à l'âge de 92 ans. Après l'avoir momifié, on enveloppe sa dépouille dans un linceul doré avant de la placer dans un sarcophage de pierre que l'on ensevelit près de ses ancêtres dans la vallée des rois. Malgré toutes les précautions prises pour assurer au pharaon sa vie éternelle dans l'au-delà, sa tombe est régulièrement pillée au cours des 2 siècles qui suivent. Après l'avoir enveloppé, des prêtres se chargent de déplacer d'urgence sa momie. Les restes de Ramsès II finissent dans un simple cercueil de bois de cèdre. Ce n'est qu'en 1881 de notre ère que l'on retrouve cette momie parmi d'autres, dans la cache royale de Der el-Bahri, creusée près du temple de la reine d'Hatshepsut. L'analyse de sa momie révélera notamment que Ramsès II portait des cheveux roux et qu'il mesurait environ 1,70 m. Obturé par des grains de poivre au cours de l'embaumement, son nez aquilin s'est bien conservé. L'impossibilité du pharaon de trouver le repos après la mort est révélatrice du sort de l'Égypte. Le pays amorce à cette époque un long et difficile déclin. On pense que Ramsès II a engendré plus de 200 enfants, dont 100 au moins ont atteint l'âge adulte. Ses 12 premiers fils héritiers, dans leur chronologie, décèdent avant leur père. C'est le 13e, du nom de Merenta, qui assure la relève à l'âge de 60 ans. Et bien qu'il se démarque par de victorieuses campagnes militaires contre les Libyens et les Syriens, son règne long de 10 ans seulement ne lui permet pas d'égaliser les réalisations de son père. La découverte d'une partie du palais de Merenta à Memphis reste pourtant un moment important dans l'histoire de l'archéologie.
C'est la toute première fois qu'on met au jour les vestiges d'une ancienne résidence royale égyptienne. Des fragments de ce complexe architectural ainsi qu'une maquette du palais exposée aux États-Unis, au musée archéologique de l'Université de Pennsylvanie, permettent de mesurer toute la grâce des intérieurs qui font alors le quotidien des pharaons. Ces sculptures et gravures provenant de son palais représentent le pharaon dans une pose propre à son rang. Sur ce fragment, Merenta se tient face au dieu créateur Aton, que vous voyez à droite. Aton lui remet le fléau et la houlette, symbole de la royauté. Merenta apparaît ici, coiffé de la couronne, et tient un oiseau échassier qu'on appelle un vanneau et qui symbolise le peuple égyptien. Des hiéroglyphes à l'entrée du palais mettent en exergue les liens qui l'attachent en tant que pharaon aux puissances divines. Le déchiffrage donne ceci. En te remettant le fléau et la houlette, je t'ordonne, Pharaon, pour des millions d'années. On a là un concentré de l'interaction qui existe entre le roi et les dieux égyptiens, où l'on voit clairement la façon dont il lui confère les pleins pouvoirs. Si à la mort de Merenta en 1202 avant Jésus-Christ, la glorieuse 19e dynastie n'est déjà plus qu'une vieille histoire, l'épopée des grands pharaons ne s'achève pas là pour autant. Ramsès III lui succède en digne représentant d'une puissante Égypte, alors qu'une reine du nom de Cléopâtre s'apprête à devenir l'héroïne d'un drame qui passionnera le monde entier. Sous les contreforts des montagnes protégeant la vallée des rois, se cache sur le site de Métinet Abou le temple funéraire le mieux préservé de toute l'ancienne ville de Thèbes. C'est aussi, outre le seul temple d'Égypte à avoir fait l'objet d'un relevé architectural détaillé, celui dont on a déchiffré l'intégralité des reliefs et hiéroglyphes. Ramsès III, second pharaon de la 20e dynastie, en est le commanditaire. Il ne descend pas de la même lignée que celle de l'éminent Ramsès II, dont il n'a de commun que le nom. Lorsqu'il monte sur le trône en 1182 avant Jésus-Christ, Ramsès III hérite d'une Égypte stable et d'une nation relativement tranquille. Mais 8 ans plus tard, il se voit contraint d'affronter un ennemi redoutable, les peuples de la mer. Vers 1176 avant Jésus-Christ, les anciennes nations situées à l'est de la Méditerranée, sur les territoires actuels de la Turquie, de la Syrie et d'Israël, se retrouvent prises sous la menace armée d'envahisseurs connus sous le nom générique de « peuples de la mer ». Le temple funéraire de Ramsès III à Médinet Abou nous livre le long récit de l'invasion, puis du rejet d'Égypte des peuples de la mer. Une invasion qui fut maritime, mais également terrestre. Car s'ils sont bien accompagnés de farouches guerriers, ces peuples de la mer sont avant tout des hommes, des femmes et des enfants, à la recherche d'une terre où s'établir. La menace pour l'Égypte semble alors d'autant plus grave que ces peuplades sont parvenues à écraser les Hittites, les grands rivaux des Égyptiens. Ramsès III ordonne donc d'urgence à ses avant-postes militaires de défendre coûte que coûte les frontières de l'Empire, le temps qu'il envoie sur place son armée repousser l'envahisseur. La première des 2 grandes batailles a lieu près de la frontière syrienne. Si Ramsès III en sort vainqueur, il doit encore affronter la formidable puissance maritime des peuples de la mer.
Les peintures murales des temples de Ramsès montrent les archers du pharaon tirant sans relâche leurs flèches sur les lignes ennemies. Ce fut un type de guerre tout à fait inhabituel pour les Égyptiens. Il s'agissait de s'opposer à un peuple exotique dont ils ne connaissaient pas le moins du monde le potentiel militaire et stratégique. Une victoire pourtant éphémère, puisque 3 ans plus tard, Ramsès III doit repousser une nouvelle invasion. L'ennemi, qui attaque cette fois à la frontière ouest de l'Égypte, est une alliance de plusieurs tribus, dont celle des Libyens. Après un nouveau triomphe militaire, les scribes se mettent à recenser les pertes du camp ennemi. On coupe la main droite des cadavres que l'on apporte au pharaon avant de les compter. Ramsès ordonne un jour que l'on recommence le dénombrement, cette fois en lui présentant le phallus de ses victimes. Ramsès III vient à nouveau de sauver sa nation. Mais l'ironie du sort veut que l'on s'en prenne à sa vie. L'histoire nous a légué le compte-rendu de l'enquête officielle qui a suivi l'attentat. Mais ce rapport ne nous dit pas clairement si Ramsès a échappé à une tentative ou bien s'il a réellement été assassiné. On sait que l'instigatrice du complot est une reine secondaire du nom de Ti. Elle aurait pu agir par déception que son fils ne figure qu'en position éloignée dans la liste des prétendants au trône. Elle aurait cherché à éliminer Ramsès afin d'usurper la lignée royale au profit de sa propre descendance et prendre ainsi le contrôle de l'Égypte. L'un des conspirateurs aurait d'autre part rompu le secret. Le procès impliquera plus de 40 conjurés. Après avoir été reconnus coupables, 6 d'entre eux se suicident face aux jurés, évitant ainsi une mort lente et épouvantable par empalement. D'autres, reconnus coupables à un degré moindre de participation, ont les oreilles et le nez tranchés. Que cette tentative d'assassinat ait été ou non couronnée de succès, il est clair que Ramsès III est mort avant le rendu des verdicts. Cette fin de règne déplorable présage des troubles qui agiteront bientôt l'Égypte. Après Ramsès III, une période de scission politique et de tension sociale s'installe peu à peu. Les successeurs ont l'air de maîtriser beaucoup moins bien la situation et le pays commence à se partager entre plusieurs royaumes gouvernés par plusieurs pharaons. Certains égyptologues tentent une explication. L'Égypte ne se limite plus à l'étroite et paisible vallée du Nil. D'autres grands empires surgissent tout autour, notamment la Syrie. On est là dans une époque de fluctuations qui déstabilise l'Égypte et la font chuter de son piédestal. Et le pays souffre tout entier de cela. Sur les 8 siècles qui suivent, près de 70 souverains issus de 11 nouvelles dynasties se succèdent au trône d'Égypte. Parmi eux, figurent des conquérants libyens, nubiens, syriens et perses. En 333 avant Jésus-Christ, le pays alors sous la domination des Perses doit affronter l'un des plus grands chefs militaires de tous les temps, Alexandre le Grand. Fils du roi Philippe II de Macédoine, Alexandre le Grand incarne dans la Grèce de l'époque le pouvoir dominant. Après avoir reçu son éducation du philosophe Aristote, le jeune Alexandre accède au trône en 336 avant Jésus-Christ, après que son père ait été assassiné. Il veut avant tout vaincre les Perses, qui menacent la Grèce depuis plus de 200 ans.
À 25 ans, ses succès rapides lui permettent de libérer les cités grecques et de triompher du grand roi des Perses, Darios, à la bataille du Granique en juin 334 avant Jésus-Christ. Peu après avoir bouté l'ennemi hors de Grèce, il pénètre en Égypte en libérateur. On le couronne même pharaon et on l'élève au statut de Dieu. Alexandre était un homme doué d'une intelligence remarquable. Il a su faire preuve en Égypte, plus que partout ailleurs, de sa perspicacité et de son flair en matière de politique. Et même si ses armées ne le considéraient pas comme un dieu vivant, il avait compris, comme ses conseillers, qu'en se rendant maître de l'Égypte, il lui faudrait là-bas endosser la cape royale et être adoré comme une divinité. Mais malgré ce nouveau titre de pharaon, son destin le conduit ailleurs. Peu après avoir fondé la ville d'Alexandrie, dont il fait la nouvelle capitale du royaume, il repart en conquête sur des terres qui le mènent jusqu'en Inde. Cependant, et alors qu'il a toujours surmonté ses nombreuses blessures de guerre, une fièvre l'emporte en 323 avant Jésus-Christ dans la ville de Babylone. Ses généraux décident de se partager son vaste empire. Parmi eux, son officier et ami d'enfance Ptolémée. Sa revendication du royaume marque le début de la dernière dynastie égyptienne. Une dynastie qui, en même temps qu'elle fait du pays un riche foyer culturel et artistique, bâtira l'une des 7 merveilles du monde et verra l'avènement d'une des reines les plus célèbres de l'histoire. Dans les fonds marins au large du port d'Alexandrie repose la clé d'une énigme vieille de plus de 2000 ans. Les souverains se promenaient autrefois sur cette chaussée qui reliait la ville à la petite île de Pharos. Détruite par une succession de tremblements de terre à partir du IVe siècle, ce n'est qu'il y a quelques années qu'on relève dans ces parages des vestiges significatifs du grand phare d'Alexandrie et du palais de Cléopâtre. Le dernier chapitre de notre épopée des plus grands pharaons débute en 323 avant Jésus-Christ, lorsque Ptolémée Ier, général macédonien et fidèle lieutenant d'Alexandre le Grand, revendique le trône d'Égypte avant de se proclamer lui-même pharaon. Il devient en 305 avant Jésus-Christ le premier roi de la 32e dynastie, celle des Ptolémées. La dynastie égyptienne des Ptolémées s'est illustrée par son maintien, la plupart du temps, d'un pays stable et prospère. Elle a su rester respectueuse des traditions religieuses locales, tout en continuant de pratiquer sa religion grecque. La succession des Ptolémées apparaît d'ailleurs en peinture sur les murs de nombreux temples, comme la dernière et prestigieuse dynastie de la royauté égyptienne. Les Ptolémées sont eux aussi de grands bâtisseurs. Parmi leurs œuvres majeures, la monumentale bibliothèque d'Alexandrie. Ces murs abritaient autrefois quelques 700 000 manuscrits. C'est vers ce haut lieu de la culture scientifique et littéraire qu'affluent alors des 4 coins du monde savants et autres érudits en quête de connaissances. Les Ptolémées dressent également le grand phare d'Alexandrie, réplique gigantesque d'un premier exemplaire dont ils sont aussi les auteurs. On le surnomme la 7e et dernière merveille de l'Ancien Monde. Culminant à 135 mètres depuis la petite île de Pharos, face au port d'Alexandrie, son fanal, alimenté par un immense brasier, est alors visible à plus de 160 km à la ronde.
Malgré ces glorieuses illustrations, et peu à peu miné par les rivalités familiales, le déclin économique, les dissensions politiques et la puissance croissante de Rome, cette dynastie d'une quinzaine de rois finit par s'éteindre. Au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, alors que Jules César rayonne jusque sur les eaux du Nil, les Ptolémées ne sont plus que des souverains fantoches. En 51 avant Jésus-Christ, Ptolémée XII lègue le trône d'Égypte à sa fille de 18 ans, Cléopâtre, la 7e du nom. Celle-ci est contrainte de partager ses responsabilités avec son frère de 10 ans, Ptolémée XIII. Née en 69 avant Jésus-Christ, Cléopâtre manie couramment 7 langues. Elle est la seule des pharaons grecs à savoir parler égyptien. Contrairement à la légende, elle n'incarne pas la beauté suprême. C'est pourtant une femme sensuelle, douée d'une voix voluptueuse et d'une intelligence exceptionnelle. Le grand philosophe Plutarque écrira d'elle: Le timbre de sa voix était tout simplement un régal pour les oreilles. À la manière d'un musicien jouant sur plusieurs cordes, elle savait passer d'une langue à l'autre, au point qu'elle avait rarement besoin d'un interprète. Cléopâtre devra user de tous ses talents pour garder le contrôle d'une Égypte qu'elle aime énormément. Peu après sa montée sur le trône, ses dissensions avec son frère s'achèvent en une guerre civile pure et dure, au cours de laquelle certains égyptologues pensent que la grande bibliothèque d'Alexandrie aurait été détruite. Forcée de fuir provisoirement vers la Syrie, Cléopâtre revient à Alexandrie lorsqu'elle apprend que Jules César vient d'y entrer. Elle a réalisé qu'avec la puissance croissante de Rome dans le monde méditerranéen, elle avait très peu d'espoir de se maintenir reine d'Égypte. Et lorsque César est entré en Égypte, elle s'est mise en tête de le séduire, comme on a tous pu le voir dans bon nombre de scénarios de pièces et de films. Ses servantes la dissimulent dans un tapis et la passent clandestinement jusqu'au quartier de Jules César à Alexandrie. Lorsqu'il déroule ce tapis qu'on lui présente comme un cadeau, l'empereur découvre avec enchantement la reine d'Égypte, qui devine à ce moment-là qu'elle vient de gagner son meilleur allié. Vaincu, son frère Ptolémée XIII se noie mystérieusement. Quelques semaines plus tard, César s'en retourne à Rome, laissant Cléopâtre enceinte de leur fils Césarion. Un an passe avant qu'il ne lui demande de le rejoindre. Mais sa présence à Rome est vécue comme un outrage. Venant s'ajouter aux querelles de l'empereur avec le Sénat, cet affront conduit à l'assassinat de César en 44 avant Jésus-Christ. Cléopâtre rentre alors en Égypte. L'arrière-petit-neveu de César, Octavien, ainsi que l'un de ses anciens conseillers, Marc-Antoine, décident de combler le vide politique laissé par sa disparition. Mais leur partage du pouvoir s'avère bientôt impossible et Marc-Antoine se tourne vers Cléopâtre pour lui réclamer son assistance. Antoine est ébloui par le charme de cette femme, dont il découvre en même temps l'aisance dans des sujets de conversation a priori réservés aux hommes d'État. C'est le début d'une histoire d'amour doublée d'une solide alliance politique où ils jouent tous deux à la fois leur destin et celui de l'Égypte. Après une ultime et infructueuse tentative d'arrondir les angles avec Octavien, Antoine décide de rejoindre une bonne fois pour toutes Cléopâtre. Quelles qu'aient pu être ses motivations amoureuses, il attendait aussi de Cléopâtre de l'argent et du bois pour construire ses bateaux, pendant qu'elle, de son côté, voulait de nouvelles concessions de terre, ainsi que davantage de garanties fiscales,
Ils étaient par conséquent tout autant amoureux que co-associés. Ainsi, Marc-Antoine lui fait-il cadeau, comme à leurs 2 enfants, de conquêtes romaines en Asie. Il reconnaît en outre et proclame que Césarion, le fils qu'elle a eu avec Jules César, est bien le successeur légitime. On a là une situation dans laquelle un grand et noble général romain offre délibérément des morceaux de l'Empire à une reine étrangère. Vous imaginez l'indignation des sénateurs romains. Et c'est comme ça que Marc-Antoine est devenu l'ennemi public numéro 1. Octavien exploite alors l'indignation que suscitent ces abandons de territoire pour remporter le soutien de l'armée et déclarer la guerre au couple maudit. En 31 avant Jésus-Christ, Octavien et ses Romains enserrent la flotte égyptienne dans la bataille navale d'Actium. Face à une défaite inéluctable, Antoine et Cléopâtre prennent la fuite. En moins d'1 an, les Romains s'emparent d'Alexandrie et les forces égyptiennes capitulent. Marc-Antoine savait le destin qu'on lui réservait et il a choisi une sortie de scène à la romaine. Il s'est suicidé avec son épée dans Alexandrie assiégée. Cléopâtre, elle, s'attendait à ce qu'on l'enchaîne par les poignets et les chevilles pour l'exhiber dans une Rome triomphante. Il n'était pas question non plus qu'elle tente de séduire Octavien après César, puis Antoine, qu'elle aimait et venait de perdre. Octavien, qui en tout cas s'assurait par cette immense victoire la domination du monde romain. Marc-Antoine aurait expiré entre les bras de Cléopâtre. La reine elle-même, prête à se donner la mort, ordonne alors qu'on lui apporte en secret un serpent venimeux. À 39 ans, entourée de ses domestiques, elle succombe à la morsure de l'animal. Il ne faut pas croire que ce fut forcément pour elle la pire des morts. Ce type de peine capitale était assez répandu en Égypte à l'époque, et l'on peut s'attendre à ce que Cléopâtre se soit faite à l'idée de mourir de cette manière. Avec le dernier souffle de Cléopâtre, s'achève la grande épopée des pharaons. Une digne fin en soi pour l'une des plus grandes histoires d'amour de tous les temps et pour la civilisation de l'ancienne Égypte qui aura duré plus longtemps que tout autre. Si les suzerains égyptiens et romains s'attachent ensuite à perpétuer les traditions, en continuant notamment d'endosser le titre de pharaon et de construire des temples à leurs dieux, c'est uniquement dans le but de garder le contrôle de la population. L'Égypte a d'ores et déjà changé de visage. Elle n'est plus qu'un immense réservoir destiné à alimenter en richesse l'Empire de Rome. Laissés à l'abandon, les magnifiques lieux saints et monuments édifiés sur plus de 3 millénaires décrépissent lentement mais sûrement. Tout ce qui n'a pas encore été dégradé ou pillé devient la proie du sable et des vents. Les couleurs vives s'effacent peu à peu, alors qu'un patrimoine entier de majestueuses et graciles silhouettes s'enfonce sous la surface anonyme du désert. Les voix de ces pharaons, mi-hommes, mi-dieux, se sont tues à jamais, emportant dans leur silence la magnificence de la civilisation du grand empire du Nil. Mais l'héritage principal des plus grands pharaons d'Égypte a malgré tout survécu à l'oubli et aux destructions. Défiant les millénaires, ces visages fascinants témoignent de la gloire éternelle de la nature humaine et révèlent combien ces anciens géants nous sont restés proches.